France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et cette semaine, on va s'intéresser au conflit dans le Haut-Karabakh. Et on va en parler avec le journaliste Gaëtz Minassian, journaliste au Monde. Mais avant cela, un peu de géographie, Christophe. Le Haut-Karabakh, c'est une enclave peuplée essentiellement d'Arméniens, mais qui se trouve en Azerbaïdjan. Effectivement, Stéphanie, on va le voir sur cette carte. Cette enclave, la voici, située donc dans le sud du Caucase, aux portes de l'Europe. Le Haut-Karabakh, c'est ce petit territoire situé donc entre deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En termes de superficie, c'est 4400 km². À titre de comparaison, c'est 2 fois plus petit que la Corse. C'est une région située donc en Azerbaïdjan, mais peuplée à 95% d'Arméniens. Enfin, Stéphanie, la capitale, c'est Stepanakert. Et le 27 septembre dernier, c'est exactement là qu'ont éclaté de très violents combats. Effectivement, et on va le voir également sur ces images. C'est le début donc d'un nouveau conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les deux s'accusent mutuellement d'avoir déclenché d'ailleurs les hostilités. Aussi bien à Yerevan qu'à Bakou, des centaines de volontaires sont recrutés pour aller justement au front. La Turquie, de son côté, affiche son soutien à l'Azerbaïdjan et il suffit de regarder ce tweet d'Erdogan qui signale, en français, traduction ici, l'Arménie a une fois de plus montré qu'elle était la plus grande menace à la paix et à la tranquillité dans la région. De son côté, l'Arménie est soutenue par Moscou. Ils sont d'ailleurs liés par un accord de défense. Et dans ce conflit, c'est surtout, on le voit bien, un rapport de force entre les puissances régionales. Et les bombardements se sont intensifiés à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Vous allez voir ce reportage de Maryse Burgot. Elle est l'envoyée spéciale de France Télévisions, un reportage tourné le 4 octobre dernier. Nous allons les vaincre. Nous ne sommes que 120 000, eux sont des millions, mais croyez-moi... L'homme n'a pas le temps de finir sa phrase. Attention, attention! Nouvelle frappe à quelques centaines de mètres. Scène habituelle. Vite, vite, vite. Les rares civils encore dehors se réfugient dans les caves. À l'intérieur, des hommes et des femmes terrés là depuis maintenant 8 jours. Bougies, café pour tenir le coup, impressionnante solidarité et soutien à celles qui craquent. On ne dort pas. On est terrorisés. On reste assis là. Il fait froid. On n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de toilette. Je supplie le monde de nous donner la paix, s'il vous plaît. Nous demandons à ces femmes si elles ont des maris, des frères, des fils sur le front. Là où s'affrontent chrétiens arméniens et azerbaïdjanais musulmans. Toutes lèvent la main. Ces civils souffrent et ils ont peur. Mais personne, pendant les longues heures que nous avons passées ici, à leur côté, dans cet abri, personne n'a émis l'idée de renoncer à cette terre du Haut-Karabakh. Et pas question d'évacuer la ville, quoi qu'il en coûte. Pendant des heures, les frappes se poursuivent. Et la terreur gagne les esprits les plus calmes. Un blessé arrive, les cris, la panique. Il explique qu'il courait dans la rue, qu'il n'a pas eu le temps d'atteindre la cave. Pendant l'accalmie, ces femmes remontent au plus vite dans leurs appartements pour récupérer des vivres, de quoi tenir. Nous n'avons vu aucun enfant. Tous sont en lieu sûr, le plus souvent à Yerevan, capitale de l'Arménie. Et nous allons décrypter cette situation avec notre invité Gaëtz Minassian. Bonsoir, vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po, auteur également de Les Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre aux éditions Passé Composé? Bonsoir. Bonjour Gaëtz Minassian. Vous êtes spécialiste du Caucase aussi, je veux le rappeler. Ce n'est pas le premier conflit dans le Haut-Karabakh. Qui a déclenché les hostilités? Sur le dernier conflit, il est clair, et plusieurs États, à commencer par la France,
c'est l'Azerbaïdjan qui a lancé cette offensive d'une envergure assez importante du nord au sud du Karabakh. Que veut justement l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan veut débloquer la situation au niveau du processus de paix et retrouver ce qu'elle considère son territoire et par la force, puisqu'au niveau diplomatique, il y a un blocage et ça fait maintenant près de 30 ans que les négociations n'avancent pas, sont au point mort. Est-ce que ce qui a changé cette fois, c'est le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan? Vous avez entièrement raison d'insister sur l'irruption de la Turquie dans ce jeu. Ça fait quelques années que la Turquie met à l'agenda diplomatique cette question du Karabakh, mais là, on est monté d'un cran et le soutien est plus direct, militaire. Maintenant, avec l'instrumentalisation du phénomène djihadiste mercenaire, ça prend une autre proportion. Que veut Erdogan, justement? Erdogan, il a une stratégie globale de dégradation des situations autour de la Turquie. Et il crée des foyers de tension un peu partout. Ou alors, il profite des foyers de tension pour à la fois dégrader davantage et se poser en puissance médiane pour essayer de trouver une sorte de processus de négociation, etc. et faire de la Turquie un acteur majeur. La population civile dans le Haut-Karabakh est essentiellement arménienne, hein, on l'a vu. Ils ont été mis à l'abri, ils ont mis notamment les populations les plus fragiles, les enfants en Arménie. Craignez-vous justement qu'ils puissent se faire massacrer par des forces militaires azerbaïdjanaises? Alors moi, d'ici, je suis à Paris, donc je peux être tranquille, mais effectivement, il y a cette crainte sur place. Il faut savoir que dans ce conflit, il y a toute une partie psychologique qui pèse énormément. Il y a à la fois la mémoire du génocide de 1915, qui n'est toujours pas reconnue par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il y a ce négationnisme d'État, voire même parfois qui prend des accents d'un racisme institutionnel. Et le président arménien parle justement d'une attaque qui mènerait à un génocide de la population arménienne. Oui, c'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre pourquoi les Arméniens mènent une guerre de survie dans la région, alors que pour l'Azerbaïdjan, c'est une autre logique. La guerre, en tout cas, fait rage autour de cette enclave du Haut-Karabakh. Ludovic de Foucault est l'envoyé spécial de France 24. Il est à Tartare, en Azerbaïdjan. Regardez son reportage. Tartare, en Azerbaïdjan, aux portes du Haut-Karabakh. Les rues sont désertes. L'armée a pris position dans cette ville qui est devenue une cible. Erməni şərəfsizləri bax bu vəziyyətə salır. Gündə bomba ilə atırlar. Siz özünüz gördünüz. Bax cəmaət amma evindən çıxmır. Tərtəllər hamısı öz evindədir. Belə məhv eləyirlər. Nous nous éloignons pour regagner la sortie de la ville. D'autres localités subissent des bombardements. À Barda, plus à l'est, les pompiers sont encore à pied d'œuvre dans cette maison d'un quartier résidentiel. À quelques kilomètres du lieu d'impact, une école abrite les déplacés de la région. Nous sommes invités à retrouver femmes et enfants terrés dans cette cave. Burada da qorxduq. Qorxduq ancaq yenə də qorxu bizi təlaş olsa da biz burada sağ-salamat qalmalıyıq ki, öz vətənimizə dönmək üçün, öz sərtərimizə dönmək üçün. Dönəcəyik də inşallah Allahın izni. Quand la situation le permet, les familles se déplacent vers le gymnase pour recevoir leurs rations. Un instant de répit dans un conflit qui menace chaque jour davantage de s'étendre au-delà des frontières du Haut-Karabakh. On va retrouver Ludovic de Foucault, toujours en Azerbaïdjan, mais à peu près à une trentaine de kilomètres de la ligne de front. Nous sommes à une trentaine de kilomètres du front, non loin du plus grand oléoduc azéri, le BTC, qui relie la mer Caspienne à la mer Méditerranée en passant par la Géorgie et par la Turquie. Et si nous sommes ici, c'est parce que les autorités azerbaïdjanaises ont tenu à ce que nous nous y rendions. Elles tiennent d'ailleurs à ce que nous soyons vêtus de ces équipements de protection. Elles affirment qu'une roquette à sous-munitions a visé ce site. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer si cela est avéré ou pas. Ce que nous pouvons faire, c'est prendre des images et montrer ce qui nous est donné à voir. Ce que nous pouvons confirmer en revanche, c'est que depuis que nous sommes arrivés dans cette région, depuis le 4 octobre, des zones civiles ont été, si ce n'est délibérément visées, en tout cas victimes de bombardements.
Bakou accuse Yerevan de commettre ce geste désespéré dans une tentative d'élargir le conflit pour impliquer militairement la Russie. L'armée azerbaïdjanaise continue d'avoir recours à des bombardements massifs et affirme progresser chaque jour davantage en reprenant des villages dans le Haut-Karabakh. À Bakou, les autorités azerbaïdjanaises refusent obstinément toute proposition de cessez-le-feu de la communauté internationale tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites, c'est-à-dire le retrait total des troupes arméniennes et la réintégration de l'enclave du Haut-Karabakh dans le territoire national. Gates Minassian, on voit que l'Azerbaïdjan donne accès à des équipes de télévision, notamment à l'équipe de France 24. Il y a une guerre de communication entre les deux parties, entre Bakou et Yerevan. Dès qu'il y a une guerre, il y a forcément une guerre de l'information. Donc oui, de chaque côté, il y a une forme de propagande. Moi, ce que je remarque, c'est que du côté arménien, on donne le nombre de morts soldats arméniens et on donne, selon des estimations, le nombre de morts du côté azéri. Mais du côté azerbaïdjanais, on n'a aucune source, on n'a aucune information sur le nombre de morts de soldats azerbaïdjanais. On n'a que des pertes civiles. Et moi, j'aimerais bien savoir, et je ne suis pas le seul, je pense, savoir effectivement combien y a-t-il de morts du côté azerbaïdjanais. Je pense que c'est assez important. C'est plus opaque, pourquoi ? Parce que c'est un autre régime, c'est une dictature, l'Azerbaïdjan, il faut le savoir, tout le monde le dit. Je veux dire, la diplomatie du caviar, l'absence d'opposition à Bakou, une famille qui est en place au pouvoir depuis la fin des années 60. À l'époque, c'était le père, Haïdar Aliyev, membre du Politburo, général du KGB, maintenant c'est son fils. Vous vous rendez compte, fin des années 60, 2020, c'est la même famille en dehors d'un intermède de 6 ans, de 87 à 93. Le reste, c'est une seule famille. Donc forcément, c'est quelque chose qui est institutionnel, qui est ancré. Le père de la nation azerbaïdjanaise, c'est Haïdar Aliyev. D'ailleurs, tout est Haïdar Aliyev là-bas, les aéroports, les jardins, tout. Donc vous avez une vie politique complètement verrouillée, une incapacité pour les médias de travailler. Il n'y a pas de médias indépendants. Les opposants aux médias, des médias, journalistes, sont soit surveillés, soit en prison, soit en exil. Regardez le classement que propose tous les ans Reporters sans frontières. Vous verrez où se situe l'Azerbaïdjan. Alors justement, puisque l'on parle de guerre de communication, je vous propose qu'on regarde ces images de l'armée azerbaïdjanaise qui utilise des clips de vidéos de propagande sur fond de musique. Vous allez le voir, heavy metal. Ce sont des clips qui sont d'ailleurs partagés sur les réseaux sociaux avec cette chanson Ates, Feu en français, interprété par des artistes locaux, notamment Narmin Karimbayova, célèbre pour avoir participé à la célèbre émission The Voice. Regardez. Une réaction rapide ? Je ne sais pas si j'ai envie de rire ou d'être plus grave, mais je trouve que c'est une caricature totale et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Vous restez avec nous en tout cas. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent C'est la suite du Monde dans tous ses états, consacrée donc cette semaine au Haut-Karabakh. Un peu d'histoire d'abord. Le Haut-Karabakh appartenait à l'Union soviétique avant la chute. Et le Haut-Karabakh, effectivement, on va le voir donc sur ces images, appartenait à l'URSS, rattaché sous Staline en 1923 à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Les Azéris sont à majorité chiites et c'est un mariage forcé qui va durer presque 70 ans. Ce n'est qu'en 1988, profitant de la perestroïka, eh bien que les dirigeants du Karabakh décident de faire sécession avec l'Azerbaïdjan. La région autonome s'autoproclame le 20 février 1988 et à République socialiste à part entière et proclame le rattachement du territoire à l'Arménie, ce qui va provoquer des violences entre les deux pays. Puis en 1991, c'est l'effondrement de l'URSS, on s'en souvient, le Haut-Karabakh proclame à ce moment-là l'indépendance le 2 septembre 1991. La même année, les autorités azerbaïdjanaises envoient des troupes au Haut-Karabakh. Démarre alors une guerre qui fera 30 000 morts et des centaines de milliers
de réfugiés. Et Stéphanie. vous allez voir ce reportage, il a été tourné par Marcel Tria qui était sur place à l'époque. C'était en mai 1992. Regardez. Ils se ressemblent comme des frères. Ils se sont longtemps côtoyés dans ces montagnes du Nagorno-Karabakh, une enclave à majorité arménienne au cœur de l'Azerbaïdjan. Ils travaillaient ensemble sur les mêmes terres fertiles. Ils vivaient et parfois se mariaient ensemble. Ils ne songent plus qu'à s'entretuer. Ceux-ci sont azéris, ceux-là, 1 kilomètre plus loin, sont arméniens. C'était il y a 3 jours à peine, la veille de la grande offensive de l'armée azérie. Mais tout autour de Stepanakert, la capitale de la région, les accrochages n'ont pas cessé, surtout depuis 2 mois, depuis l'abolition par l'Azerbaïdjan du statut de région autonome du Karabakh. Et chacun reproche à l'autre provocation et atrocité. Dans la ville, les combattants arméniens n'ont guère que de vieilles kalachnikovs et des fusils de chasse bricolés à opposer aux roquettes et aux fusées qui pilonnent leurs maisons. À l'hôpital, l'horreur devenue banale, des jeunes filles, des enfants mutilés à vie, le corps brûlé. Depuis 2 mois, ils vivent terrés dans les caves de leurs maisons en ruine. Les Azéris ont coupé l'eau potable, l'électricité et ils tirent sur les hélicoptères qui tentent de leur apporter depuis Erivan, en Arménie, le ravitaillement de la survie. Parfois, pourtant, il faut sortir pour enterrer les morts. Dans la ville, désœuvrés, les soldats oubliés de l'ancienne armée rouge, un régiment motorisé de la 23e division. L'immense majorité de leurs anciens camarades étaient azéris et ils ont rejoint l'armée d'Azerbaïdjan avec armes et bagages. Eux sont russes, arméniens ou kazakhs. Ils voudraient bien porter secours aux Arméniens, mais plus aucun ravitaillement, plus aucun ordre ne leur parvient de qui que ce soit. Les forces d'interposition de l'ex-Union soviétique ont été retirées il y a 1 mois et le haut commandement de Moscou ne songe guère à prendre parti. Un reportage signé Marcel Tria et on en profite pour lui rendre hommage à ce grand reporter qui nous a quittés il y a peu. Avec nous, toujours sur ce plateau, Gaït Minassian, vous êtes journaliste au Monde, toujours avec nous. L'histoire se répète, on vient de le voir. Combien justement de guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans cette enclave qui était donc soviétique? Depuis 30 ans, c'est la 3e guerre. Il y a la première guerre qui est la sortie de l'Union soviétique, 90-94, votre reportage vient d'en parler. Vous avez ce qu'on a appelé la guerre des 4 jours en 2016, avril 2016, 4 jours, offensive azerbaïdjanaise, résistance, statu quo, point mort, rien n'a avancé. Et là, depuis le 27 septembre, nous sommes dans une 3e guerre, beaucoup plus meurtrière que la 2e. Et si on n'arrête pas cette guerre, elle sera beaucoup plus meurtrière que la première. C'est la pire de toutes, donc. Oui, parce qu'en fait, à la sortie de l'Union soviétique, vous n'aviez pas 2 États souverains, vous aviez deux forces d'inégal moyens. En Azerbaïdjan, il y avait la 4e armée, donc elle avait une supériorité. Mais on le voit dans votre reportage, il n'y a pas d'armée, de stratégie, de corps constitués. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a 30 ans d'indépendance de chaque côté et il y a forcément des États-nations et des armées nationales. Et des puissances derrière. Juste pour revenir sur Staline qui rattache le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, donc c'est dans les années 20, j'imagine, la population est pourtant arménienne, chrétienne. Pourquoi Staline rattache-t-il le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan à l'époque, donc qui était soviétique? On est en 1921 lorsque Staline décide de rattacher le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Il en fait autant avec le Nakhichevan. Et en fait, sa stratégie est simple, c'est de casser les nationalismes pour faire plaisir à son allié de l'époque, qui était Mustafa Kemal. Il ne faut pas oublier que Staline et Kemal sont les 2 grands absents des traités de paix. Et donc, ils veulent, à leur image, selon leur agenda, ils veulent régler les problèmes qui sont héritiers de la guerre de 14-18. Et le fait de geler, soi-disant, les nationalismes locaux a en fait eu l'effet inverse. On a entretenu les nationalismes arméniens et azerbaïdjanais. Et la Russie a toujours des liens privilégiés, bien sûr, avec l'Arménie, via d'ailleurs des accords militaires importants. On va écouter tout de suite Vladimir Poutine. Ces combats sont une grande tragédie. Des gens meurent. Il y a de grandes pertes de chaque côté. Nous espérons que cela s'achève au plus vite et nous appelons une nouvelle fois au cessez-le-feu. Malheureusement, les combats continuent, mais ils n'ont pas lieu sur le territoire arménien. Je le redis, la Russie respectera ses engagements dans le cadre du traité de sécurité collective qui nous lie à l'Arménie.
Moscou a donc une position pour le moment plutôt attentiste dans ce nouveau conflit. Explication du correspondant à Moscou de France Télévisions, Luc Lacroix. Ce conflit, il est particulièrement sensible pour la Russie car il se déroule dans son étranger proche, dans sa zone d'influence directe et qu'il oppose deux pays amis de la Russie entre lesquels Vladimir Poutine ne veut pas choisir. La Russie vend des armes à l'Azerbaïdjan, pays plus riche de son pétrole, mais son allié traditionnel dans le Caucase, c'est l'Arménie. L'armée russe y a des bases militaires et les deux pays font partie de la même alliance militaire. Hier, le Kremlin a d'ailleurs précisé que cette alliance n'entrait pas en œuvre tant que les combats ne concernaient que le Haut-Karabakh. En disant cela, il dresse aussi une ligne rouge. Si jamais l'intégrité territoriale de l'Arménie proprement dite était atteinte, alors une intervention russe ne serait peut-être plus à exclure. Pour l'instant, la Russie veut garder son rôle d'arbitre qu'elle a eu depuis tant d'années dans ce conflit. Mais il y a un nouveau facteur, c'est l'implication très forte de la Turquie qui soutient sans réserve un des deux camps, l'Azerbaïdjan. La Turquie, c'est à la fois un partenaire, mais aussi un concurrent de la Russie. Et pas question pour Moscou de lui laisser sa place dans la région. Il y a effectivement cette ligne rouge, Luc Lacroix nous en parle. Poutine pourrait-il justement intervenir militairement avec l'Arménie, pour aider l'Arménie? Poutine est face à un dilemme. On le voit bien à travers le reportage de votre collègue. Et Poutine, apparemment, dit que la Russie tiendra ses engagements. Ce qui veut dire que si l'Arménie est touchée, on enclenchera l'article 4 de la charte de l'OTSC et il pourrait y avoir une intervention russe. Mais je pense qu'il y a militaire russe, donc. Oui, oui, a priori, s'il respecte son engagement. Maintenant, je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans les coulisses et que la Russie suit ça de très très près et qu'on n'est pas... on ne peut pas exclure que par le jeu des spirales, des engrenages, des dérives, de l'escalade, on se retrouve à nouveau nez à nez entre la Russie et la Turquie. Alors, vous allez me dire... À nouveau nez à nez entre la Russie et la Turquie. Comme en Syrie et comme en Libye. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce que recherche Erdogan? Non, Erdogan ne veut pas rentrer en confrontation avec la Russie. Erdogan, il veut bousculer ce foyer de tension et le mettre à son agenda et se proposer comme puissance médiane et favorable à des négociations en faveur de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est son agenda, c'est sa volonté, c'est son plan. La Russie ne veut pas, parce que pour la Russie, le Caucase, ce n'est pas la Syrie et la Libye. Le Caucase, c'est une ancienne terre russe. Donc, sa chasse gardée quelque part, 3 siècles pour conquérir le Caucase. La Syrie, ce n'est pas l'Union soviétique, enfin l'ex-Union soviétique, même si on considère que c'est la 16e République, et la Libye encore moins. Et là, ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que vous avez deux dynamiques parallèles à l'issue desquelles c'est l'incertitude la plus totale. C'est-à-dire, soit vous avez, par le jeu des alliances, une montée en puissance, une escalade, etc., et effectivement un risque de conflit entre la Russie et la Turquie, et voire peut-être même l'OTAN, si l'OTAN est impliquée. D'où les appels au calme de la part... La Turquie fait partie de l'OTAN. Exactement. Donc ça, c'est l'incertitude, on ne sait pas ce qui peut arriver. Soit, tenez-vous bien, vous avez l'incertitude totale parce que vous avez 3 types de conflictualité dans cette affaire du Karabakh. Vous avez la conflictualité turco-arménienne, vous avez la conflictualité du, entre guillemets, guerre contre le terrorisme avec 2 acteurs, la Russie et la Turquie, et 3e conflictualité, plus sourde, entre Israël et l'Iran. Et c'est pour ça qu'Israël vend des armes à l'Azerbaïdjan. Alors ça concerne les forces présence régionale, on le voit bien, c'est important, mais que veut la population du Haut-Karabakh? Soit elle veut s'émanciper, c'est-à-dire son indépendance, pour ensuite se rattacher à l'Arménie voisine. C'est ce qu'elle veut, se rattacher à l'Arménie, la population du Haut-Karabakh? Vraisemblablement, oui, d'après tout ce qu'on voit, quand j'y vais, etc., oui, il y a évidemment, l'indépendance peut être tenable quelque temps, mais d'ailleurs, c'est le processus le plus institutionnel et le plus respectueux du droit international, l'autodétermination. Donc oui, dans un premier temps, il s'agirait de s'autodéterminer l'indépendance, dans un deuxième temps, de se rattacher à l'Arménie. Il faut rappeler brièvement que le Haut-Karabakh, il n'y a pas ni de minerais, ni de pétrole, rien de spécifique en fait. Non, c'est un flanc de montagne. Et c'est pour ça que la guerre peut durer, parce que les militaires vous le diront, qui tient le haut, tient le bas. Et donc, on est dans une situation problématique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de richesse type pétrole, gaz ou autre. Mais c'est un couloir stratégique
à la fois pour l'Arménie pour renforcer ses assises de souveraineté et à la fois pour l'Azerbaïdjan pour avoir, comme vous l'avez vu sur la carte, une possibilité d'obtenir un couloir stratégique continu, un espace stratégique et territorial continu de l'Azerbaïdjan à la Turquie par le Nakhichevan qui s'appelle le panturquisme. Et là, on est au cœur de la problématique turco-arménienne. Le groupe de Minsk, c'est le groupe de l'OSCE dont font partie la Russie, la France et les États-Unis. Il est chargé, ce groupe, depuis 1992, de mener l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la paix, en tout cas sur les voies de la négociation. Quels sont les scénarios possibles à ce jour? Quels espoirs pour la diplomatie? Alors, les 3 pays que vous citez sont les coprésidents du groupe de Minsk, parce que la Turquie fait partie du groupe de Minsk. Et d'ailleurs, elle cherche à obtenir un statut plus important pour elle, c'est-à-dire voir participer à la coprésidence. Mais l'Arménie ne veut pas pour des raisons évidentes. Alors, ce groupe de Minsk va enclencher aujourd'hui un premier round, un premier rendez-vous, cette fois-ci uniquement, exclusivement avec le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, qui est en route, qui doit arriver, puisque la réunion a lieu aujourd'hui à Genève, et l'équivalent à Moscou le 12, entre les 3 coprésidents du groupe de Minsk et Zorab Menatsakanian, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de réunir les deux. Donc on va commencer petit à petit, mais c'est très dangereux comme situation, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Il faut arrêter de croire qu'il y a un cessez-le-feu. Là, c'est juste montrer qu'on est capable de créer un processus, un mécanisme diplomatique qui viendrait en parallèle à la situation militaire sur le front et ouvrir peut-être une porte, un espoir de créer quelque chose de moins problématique pour les civils et les belligérants. Risque d'embrasement maximum, donc, tout de même. Il y a un risque, parce que la diplomatie peut à la fois soit calmer les armes, soit attiser le feu. Merci beaucoup, Gaïtz Minassian, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre? Et c'est aux éditions Passé Composé. Merci, Christophe. Merci, Stéphanie. Et vous pouvez retrouver, bien évidemment, l'émission sur notre site internet de France Info et France 24.